Aujourd'hui, je vous présente M. Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles. M. Ross détient une maîtrise en économie rurale, analyse des politiques agroalimentaires de la Cornell University à Ithaca aux États-Unis et un baccalauréat en agronomie de l'Université Laval. Il est également membre de l'Ordre des agronomes. M. Ross commence sa carrière à l'Union des producteurs agricoles en tant qu'agroéconomiste à la direction, recherche et politique agricole. En 1997, il devient secrétaire général de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, poste qu'il occupera jusqu'en 2008. Son passage au sein de cette fédération aura grandement contribué à l'essor de ce secteur, au développement de la production et à la mise en place d'outils de mise en marché structurants. De 2008 à 2016, il occupe les postes de directeur de la DREPA, que je vous ai nommé un petit peu plus tôt, et de directeur général adjoint de l'Union. Depuis 2016, il est directeur général de l'Union des producteurs agricoles. Il est reconnu pour sa grande expertise en tant qu'économiste, plus particulièrement dans les domaines de l'agriculture, de l'agroalimentaire et du commerce international. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. J'aimerais remercier les organisateurs de la soirée, Mme Palmen, Jenny Vachon, le collectif Le Vent d'élus. Donc, merci pour l'invitation. Je voudrais saluer aussi, j'ai vu des collègues, M. Abel, qui est président de l'Union des producteurs agricoles de la région, mais qui est aussi sur l'exécutif de l'Union des producteurs agricoles, puis M. Danier, que je reconnais, qui est un producteur aussi de grains de la région. Ma présentation, je ne pense pas que je vais prendre 1 heure au complet. Là. Les gens de collectif d'élus m'ont invité à faire une présentation parce que j'avais fait une présentation à l'automne dernier, au mois de novembre. J'avais été invité comme directeur général de l'UPA à donner une conférence dans le cadre d'un panel, dans le cadre du congrès Mines et Énergie, qui est organisé par le ministère de l'Innovation, le ministère de M. Fitzgibbon. Puis, c'est un panel qui était varié, puis il voulait avoir l'opinion de différents intervenants, de différents secteurs d'activité ou du milieu de la production, de la fabrication d'éoliennes au Québec. Puis, c'est sûr que mon discours détonnait un peu. J'étais dans un... Donc, la salle, congrès Mines et Énergie, c'était pas mal des gens qui étaient en faveur du développement éolien, du développement de la filière énergétique. Puis, j'ai redonné par la suite la même petite conférence dans le cadre d'un colloque organisé par l'IREC. Les gens sont venus faire une présentation dans la région. Donc, moi, ce soir, je vais vous lire le texte. Je sais que ça peut être plat, mais j'aime m'en tenir à ce que j'ai dit. Et je vais lire le texte. Puis vous allez voir, je n'ai pas la langue de bois, là, mais je vais lire le texte que j'ai lu au congrès Mines et Énergie, qui résume bien les positions de l'Union des producteurs agricoles par rapport au développement éolien. Puis par la suite, je vais apporter 3 éléments de réflexion d'un point de vue économique, je vous dirais, et réflexion et questionnement. Okay. On va essayer de trouver un problème technique. On m'a dit que ça ne marche pas d'un bord, ça marche de l'autre. À l'UPA Magasin aujourd'hui, parce que vous êtes Saint-Perpétue est célèbre pour son festival de petits cochons. Donc on me disait, on espère que Charles-Félix ne sera pas le petit cochon graissé en sortant de
toute façon, peut-être parce que le projecteur est ouvert que vous avez branché le fil, peut-être c'est ça. OK, il est éteint. Bon, ben, je vais commencer. Donc, je vais faire la lecture du texte, puis j'avais 5 à 7 ans. Donc, je suis capable de les résumer. Donc, je commençais devant les participants, comme je vous disais, qui étaient des gens de l'industrie de la filière énergétique. Donc, bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs du congrès pour l'invitation et pour l'opportunité de faire valoir les enjeux agricoles. Dans les prochaines minutes, je vais chauffer la salle avec mes propos. Soyez sans crainte, c'est avec de l'énergie renouvelable. La mission de l'UPA est de défendre les intérêts des producteurs et productrices agricoles du Québec et par le fait même de défendre l'intégrité du territoire agricole et de ses activités. Les terres agricoles sont le principal outil de production de nos membres. Elles sont également essentielles, ou l'essentiel du garde-manger des Québécois et des Québécoises. Elles font partie de notre patrimoine collectif. Elles sont protégées par une loi, la loi sur la protection du territoire agricole, depuis 1978. Donc oui, ça appartient aux producteurs, mais il y a une partie de ça aussi qui est à tout le monde. C'est le garde-manger des Québécois. Pour ces raisons, et malgré la nécessité évoquée dans le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, d'ajouter à notre offre énergétique une part importante d'énergie éolienne, nous nous opposons à l'UPA à l'implantation de parcs éoliens et éventuellement de fermes solaires en zone agricole. L'UPA, en fait, est contre tout empiètement industriel, commercial et résidentiel en zone agricole. Plusieurs raisons militent en faveur de cette position. Pour les parcs éoliens, notamment, les raisons sont multiples, mais je vais me limiter aux 3 plus importantes, à savoir la rareté des terres agricoles, une cohabitation difficile loin de l'acceptabilité sociale et un retour sur l'investissement qui est loin de servir l'intérêt public ou l'intérêt collectif. Et là, j'aimerais quand même mentionner que l'UPA, même si on est contre l'empiètement, s'il y a un intérêt collectif à mettre une infrastructure en zone agricole, bravo, c'est bien. C'est de ma conférence éolienne en milieu agricole, le jeu en vaut-il la chandelle. J'étais rendu sur la position de l'UPA contre tout empiètement industriel, commercial et résidentiel en zone agricole et les trois raisons. Puis sur l'intérêt collectif, en fait, l'UPA, si vraiment c'est nécessaire de passer une ligne électrique, si c'est nécessaire d'implanter une industrie, parce que ça sert l'intérêt collectif des Québécois, on a besoin de résidences supplémentaires, de logements supplémentaires, il y a des îlots structurés. On travaille avec le milieu municipal. On n'est pas contre tout empiètement, mais si l'empiètement est contre l'intérêt public, ne va pas dans le sens de l'intérêt collectif ou dans l'intérêt supérieur du Québec, bien non, on s'oppose. Dans le dossier éolien, on va le voir un petit peu plus tard. Je vais continuer mon texte. C'est la principale raison pour laquelle on émet des oppositions à ce développement. Donc, les terres agricoles sont une ressource rare et non renouvelable. Elles servent à nourrir les populations. Elles devraient être protégées et conservées pour les prochaines générations. C'est une responsabilité collective. Au Québec, la zone agricole cultivée en pâturage et protégée représente à peine 2 du territoire. Malgré cette protection, la zone agricole est constamment grugée et grignotée par des développements de toutes sortes. Entre 1988 et 2022, 24 651 hectares, donc près de 25 000 hectares,
ont été exclus de la zone agricole. Pendant la même période, 61 000 hectares ont été sacrifiés pour des utilisations non agricoles. On appelle ça des UNA en zone verte. Les nouveaux secteurs commerciaux et industriels, ainsi que la multiplication des projets autoroutiers et d'exploitation des ressources des lignes de transport d'électricité, des pipelines et des parcs éoliens ont représenté près de 69 % des superficies accordées sous la forme d'UNA. Donc lorsqu'on parle d'éoliennes, de parcs éoliens, on ne fait pas de dézonage. On n'exclut pas de terres agricoles de la zone agricole, mais on met des utilités, des activités qu'on appelle des unités non agricoles en zone agricole. Mais ça fait qu'on artificialise le territoire. En tenant compte des inclusions, parce qu'il y a des terres, des fois, qui sont réincluses en zone agricole, la perte réelle des superficies agricoles représente 57 000 hectares, soit l'équivalent de 12 terrains de football américain par jour. Donc, 12 terrains de football par jour depuis 25 ans. Les UNA sont une approche sournoise. Les terres visées par leur implantation demeurent comptabilisées comme étant protégées. Or, elles perdent leur vocation agricole et plus souvent qu'autrement de manière irrémédiable. Les UNA sont également une source importante d'ennuis et d'inconvénients à la pratique de l'agriculture et au travail des producteurs. L'implantation de parcs éoliens en zone agricole est un type d'UNA. Imaginez 3000 éoliennes sur le territoire agricole du Québec, soit le nombre nécessaire pour répondre à la demande d'Hydro-Québec. Là, on parle d'éoliennes de 5 MW, donc les plus grosses, 3000. Si des plus petites, ça peut être plus que 3000 éoliennes. Et ça, c'était seulement là, pour remplir les appels d'offres d'Hydro-Québec dans les prochaines années. Imaginez tous les ennuis et inconvénients de ces installations pour la pratique de l'agriculture. Imaginez la perte de territoire. Imaginez le réseau souterrain, l'immense toile d'araignée pour raccorder toutes ces éoliennes au réseau d'Hydro-Québec. Imaginez enfin l'appétit de promoteurs de toutes sortes qui voudront s'installer en marge de ces parcs pour accumuler ou bénéficier de cette énergie. Souvent, le président de l'UPA, on pense que les éoliennes, on les voit dans le champ, on pense que c'est en l'heure de 2024 que les éoliennes sont Bluetooth, qui se connectent les unes par les autres, par l'air, mais en fait, ils se connectent par des fils qui sont souterrains. Imaginez nous fait réaliser assez rapidement que ces projets doivent se faire à l'extérieur de la zone agricole. L'immensité de notre territoire, autre qu'agricole, nous permet aussi rapidement d'imaginer que c'est possible. Ici, en fait, au Québec, on a un grand territoire, mais le nord du Québec n'est pas vraiment cultivable. Donc, si on prend le Québec en soi, on est un des endroits, une des juridictions au monde où on a le moins d'hectares cultivables par habitant. Donc, au Québec, donc on parle que les terres agricoles sont rares au Québec, que c'est moins de 2 ou environ 2 du territoire. Mais au Québec, on a 0,24 hectares par habitant. Au Royaume-Uni, 0,26. En France, c'est sensiblement un petit peu moins que le double, mais 0,42. Aux États-Unis, 1,22. En moyenne, au Canada, 1,52. Donc, en Saskatchewan, c'est une grosse province agricole, on est à 19. L'Ontario à 0,28. Donc, on est un des endroits au monde, une petite population, 8,8 millions de personnes. On est un des endroits au monde où on a le moins de terres cultivables pour nourrir notre population. Donc, c'est une ressource qui est rare. La deuxième raison, donc la première raison pour éviter d'empiéter sur le territoire agricole avec des éoliennes, c'est la rareté de notre ressource. La deuxième raison, une cohabitation difficile, loin de l'acceptabilité sociale. La pire nuisance du développement éolien est la division qu'il provoque au sein des communautés et au sein d'ailleurs des communautés agricoles. Aujourd'hui, il y a des citoyens, des agriculteurs, amis jadis, qui ne se parlent plus, qui se détestent. Des citoyens en colère, en guerre avec des voisins qui ont pris la décision d'accepter de participer à un projet éolien, à l'encontre de leur volonté et souvent de celle de la majorité.
Dans ces cas, cette décision individuelle, souvent motivée par des intérêts financiers, est imposée aux autres qui en subissent les conséquences visuelles, sonores et autres, allant de la perte de territoire à la restriction de certaines activités et à des impacts environnementaux insoupçonnés. Les promoteurs, en plus des montants versés aux propriétaires partenaires et municipalités, devraient être tenus de verser des indemnités à ceux qui subissent les conséquences directes de leur projet. Dans tous les cas, à l'échelle des communautés, l'acceptabilité sociale des parcs éoliens est un incontournable. Elle devrait être un go-no-go à tout projet. Hydro-Québec, dans ses appels d'offres, accorde des points pour la participation communautaire. Le dernier décret gouvernemental exige aussi des promoteurs d'accorder annuellement des montants à la collectivité locale. Dans certaines régions, cet incitatif économique encourage les municipalités à dérouler le tapis rouge aux promoteurs, et ce même en l'absence de consultation préalable des citoyens, et sans savoir s'ils sont favorables ou non au projet. L'UPA estime essentiel que le critère de participation communautaire exige la tenue d'une consultation publique en bonne et due forme avec l'obtention d'un résultat positif, c'est-à-dire d'un accueil favorable au projet par une large majorité de la population. Enfin, pour certains, la beauté des paysages, ça se discute pas. C'est une question de goût personnel. Or, sur une note plus personnelle, j'en doute fort, je pense que la beauté de la nature est reconnue universellement pour ses bienfaits sur notre humeur et notre bonne humeur, ou notre bonheur. C'est un calmant efficace contre l'éco-anxiété, un mal qui affecte de plus en plus de gens, notamment des jeunes. C'est pourquoi nous devons arrêter de saccager tout ce qui est beau au nom d'une prétendue prospérité, et le cas échéant souvent très éphémère. Donc on entend souvent ça. Là. Ils sont dans ma cour, les éoliennes, mais je les entends plus, je les vois plus. C'est sûr que si je reste sur le boulevard Tachereau à Brossard, peut-être que j'entends plus le trafic, je vois le centre d'achat en avant, je vois c'est le boulevard le plus laid du Canada, mais on doit peut-être s'habituer à vivre sur le boulevard Tachereau. Mais quand on vit dans la nature, qu'on préserve la nature, universellement, c'est démontré et prouvé qu'on est un petit peu plus heureux. Mais bon, il y a des gens que soi-disant que ça n'affecte pas de voir des éoliennes à longueur de journée puis on tourne en face. Question de jugement. En parlant de prospérité, juste en passant, l'agroalimentaire québécois est l'un des secteurs d'activité les plus résilients de notre économie. L'agriculture et la transformation alimentaire sont respectivement les plus importants créateurs de richesses et d'emplois des secteurs primaires et manufacturiers. À elle seule, la filière agroalimentaire du Québec crée et soutient plus de 130 000 emplois directs occupés principalement dans les collectivités rurales. C'est un graphique parmi d'autres, mais c'est intéressant. Dans la pandémie, lorsqu'on a vécu la pandémie du COVID-19, le PIB, la création de richesses par le secteur agricole, c'est la ligne en vert, elle s'est maintenue. Tout le reste de l'économie, ça a planté. Le PIB a planté. On a évité une récession parce que les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent pour soutenir les citoyens, soutenir les industries et les commerces. Mais en agriculture, en agroalimentaire, on est un secteur stratégique, un secteur résilient. Puis c'est comme ça depuis des décennies au Québec. Puis si on prend soin de notre agriculture, il n'y a pas de raison que ça change dans l'avenir. Donc, la filière éolienne sera-t-elle pertinente dans 20 ans? Il est difficile de répondre à cette question, mais une chose est certaine, les Québécois auront toujours le besoin de s'alimenter avec des produits de qualité à prix abordable. À l'UPA, une portion de nos membres sont en faveur du développement éolien sur leurs terres, et je les comprends, c'est payant. C'est la même raison pour les municipalités qui souffrent de sous-financement. De bons montants sont versés par les promoteurs. Comment dire non à ces dollars? La seule façon d'y voir clair est d'analyser le développement éolien dans son ensemble et de concevoir une grille d'analyse pour évaluer sa capacité à servir l'intérêt collectif en s'appuyant sur les 3 piliers du développement durable, à savoir la société, l'environnement
et l'économie. Sur le pilier de l'économie, strictement, est-ce que le développement éolien rémunère à juste prix nos ressources, notre investissement? Et je vous dirais que c'est là qu'on décroche. Un hectare en culture de maïs au Québec rapporte bon an mal an à son exploitant, ça dépend des prix, ça dépend des années, mais ça rapporte en moyenne 2500 $, un hectare de maïs. Une éolienne qui occupe sensiblement le même espace peut lui rapporter actuellement, c'est ce qu'on voit dans les contrats, 35 000 $. La communauté reçoit quant à elle un montant de 30 000 $. Le choix est assez simple, me direz-vous. Individuellement, oui. Mais le promoteur, lui, touchera 1,2 million de $ par année par éolienne. Puis on a un calcul à 8 cents du kilowattheure. Peut-être que le promoteur peut vendre son électricité à plus cher que 8 sous. Et s'il vend son électricité à 8 sous, avec un facteur d'utilisation de 35 donc nous, on estime que le promoteur, oui, il donne 35 000 aux propriétaires qui acceptent l'éolienne, une éolienne de 5 MW, donc vraiment les gigantesques. Oui, il donne 35 000 $ par année aux propriétaires. Il donne un montant à la collectivité, mais lui, si Hydro-Québec lui ajoute son énergie à 8 cents, c'est assez bas, c'est assez conservateur comme chiffre, ça lui génère quand même 1,2 million de $. Donc 1,2 million de $, ça représente, si on dit qu'il y a une durée de vie de 30 ans, là, puis j'étire la durée de vie, ça représente 36 millions de $ par éolienne sur une période de 30 ans. Avec près de 3000 éoliennes de 5 MW installées pour atteindre les objectifs de demande, sans aucune indexation, on ne l'indexe pas, c'est près de 100 milliards de $ qui seront versés aux promoteurs éoliens au cours de cette période. Tout dépendamment de leur marge bénéficiaire, ce sont quand même des centaines de millions de $ de profits que nous nous apprêtons, comme Québécois, Québécoises, à leur accorder à chaque année. S'il est vrai que les promoteurs redistribuent des revenus aux propriétaires et communautés, ils engrangent en contrepartie des profits importants, sans risque réel, puisqu'il s'agit d'un marché réglementé, garantissant prix et marge bénéficiaires. Enfin, qui paiera pour démanteler ou renouveler tout cet attirail aérien et souterrain dans 20 à 30 ans, lorsque ces parcs éoliens seront tous désuets en même temps? C'est une question naïve de citoyens. Pourquoi ne serions-nous pas propriétaires de ces parcs comme nous sommes propriétaires de nos barrages? Engrangeons les profits de cette opération, pas seulement les dépenses, et redistribuons ces derniers pour financer nos projets collectifs en santé, éducation, agriculture et au financement de nos municipalités. Je disais, en terminant, je vous souhaite de retrouver rapidement une forme de sagesse collective et le sens du calcul à l'égard de ces projets énergétiques. Il y a une fièvre dans l'air, un peu comme la ruée vers l'or. On voit de l'or, on perd. Il y a une fièvre dans l'air qui doit être maîtrisée. Ces projets qui sortent de nulle part sont mal planifiés et questionnables en matière de développement durable. L'UPA restera dans ce contexte sur sa position d'être contre l'implantation de parcs éoliens en zone agricole. Les terres agricoles sont une ressource rare et non renouvelable. Elles servent à nourrir les populations. Elles devraient être protégées et conservées comme la prunelle de nos yeux pour les prochaines générations. L'acceptabilité sociale des projets est un incontournable. Les citoyens doivent être consultés et entendus. Donc, pas juste consultés, mais vous avez votre mot à dire dans ces projets-là. Le développement de la filière énergétique dans son ensemble devrait faire l'objet d'une grande consultation nationale. On parle de BAP générique, mais ça devrait avoir une grande consultation nationale, des études d'impact. Il s'agit de nos ressources, de notre territoire et de nos taxes. L'improvisation n'a pas sa place. Ça, c'était le texte que j'avais présenté au Congrès Mines et Énergie. Puis les questions, dans le fond, que
que moi je me suis posé comme citoyen, comme économiste ou directeur général de l'Union des producteurs agricoles. Là, on s'éloigne un peu de l'agriculture, mais ça revient toujours à la question, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça en vaut la chandelle des éoliennes en terre agricole? On peut se poser la question. Puis, moi, ce qui m'a frappé dans le plan de match ou le plan d'action d'Hydro-Québec, c'est qu'on fait tout ça pour décarboner l'économie. On a un problème de GS, de réchauffement climatique, donc on doit décarboner l'économie, c'est une responsabilité collective, puis on joue sur ce sentiment-là. On essaie de nous rendre coupables, puis on doit tous et toutes, dans le fond, contribuer à décarboner l'économie. Sauf que lorsqu'on regarde le plan d'action d'Hydro-Québec, ici j'ai le résumé, on nous dit que d'ici 2050, on doit doubler au Québec la production d'énergie. On va passer d'environ 100 TWh à près de 200, je fais des chiffrons, à près de 200 TWh. Donc, doubler d'ici 2050, donc d'ici 25 ans, le projet d'Hydro-Québec, c'est de doubler la capacité énergétique du Québec. Aujourd'hui, on est à peu près 8,4, 8,5 millions d'habitants au Québec. Si vous faites Google, population du Québec en 2050, là, on va être 9 millions. Mais on ne va pas doubler notre population. Là. Donc, on veut décarboner l'économie. Pour décarboner l'économie, on double notre production d'énergie. Ça n'a comme pas de bon sens. Ça ne marche pas. Là, ils nous disent, en fait, la vraie raison, c'est qu'on doit, puisqu'on achète pour plus de 30 milliards de dollars de pétrole par année ou d'essence pour mettre dans nos véhicules. Donc, on fait tout ça, on double notre capacité d'énergie pour, dans le fond, être en mesure d'électrifier le transport. Pas des trains électriques, ou des métros, des tramways, du transport collectif. On veut électrifier des véhicules personnels. Donc, le choix du Québec, c'est de dire on a à peu près 5 millions de véhicules légers, d'automobiles au Québec. Donc, le choix du Québec, c'est de dire on va doubler notre production, on va augmenter de façon considérable le nombre d'éoliennes, notre capacité, pour, dans le fond, changer nos 5 millions de chars à gaz par 5 millions d'automobiles électriques. On va tout faire ça pour des automobiles électriques. On va acheter de qui? On en fait-tu des automobiles électriques au Québec? On n'en fait pas. Donc, on va acheter des Tesla, des voitures qui sont fabriquées où? En Chine. Ces voitures-là sont faites comment? C'est du plastique, c'est de la tôle, c'est de l'énergie, c'est des batteries, c'est de l'extraction, c'est du graphite, c'est du lithium. Ça prend quoi pour faire ça? Ça prend de l'énergie. Ils ont-tu de l'hydroélectricité, les Chinois? Un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Donc, c'est des mines au charbon, c'est des usines thermiques. Donc, on ne règle pas le problème. On ne règle pas. L'idée, on nous dit, oh, on doit décarboner l'économie. Vers où on s'en va, on décarbone rien. On consomme plus. Donc, c'est là que ça ne marche pas. Parce qu'on doit vraiment installer tout ça sur les terres agricoles pour cette raison-là. Parce que les 3 000 ou les 5 000 éoliennes qui veulent mettre en territoire agricole, ce que ça va occuper comme espace, pas juste l'éolienne, mais le parc, les regrouper, les connecter. S'ils mettaient toutes les éoliennes en terre agricole, ça représentait 800 000 hectares. 800 000 hectares, c'est le tiers de la superficie cultivée au Québec. Ils ne mettront probablement pas tous en terre agricole, mais s'ils les mettaient en terre agricole, c'est ce que ça représente. L'empreinte, la cicatrice sur le territoire, parce que le tiers de la superficie agricole du Québec, c'est énorme. Donc, si la raison, c'est de décarboner l'économie, là, il va falloir qu'on m'explique en quoi que ça va décarboner l'économie. Est-ce qu'on va au bon endroit? Les gens qui suivent un peu là, toute la question des... Moi, je ne suis pas un expert en éolienne. Je ne sais pas les grosseurs de palme, la superficie que ça prend, le type de fil. Je ne suis pas un expert en éolienne. Je suis un économiste. Ce qu'on sait, ce qu'on dit, c'est que la demande énergétique, présentement, elle est en croissance partout à travers le monde, parce qu'on consomme plus qu'aux États-Unis, présentement, il y a des milliards et des milliards de dollars d'investis, oui, un peu dans les éoliennes, les parcs solaires, les fermes solaires. Mais ce qui est en train de se développer, c'est l'industrie du gaz.
c'est l'industrie du pétrole. C'est ça qui est en train de se développer aux États-Unis. Avec l'Ukraine, ils ont investi des milliards de dollars, les Américains, dans les usines de liquéfication du gaz, dans le transport du gaz liquéfié. Si vous faites Google, là, la demande en pétrole d'ici 2050, mais la demande journalière, le nombre de barils qu'on extrait par jour est en croissance pour les 25 prochaines années. Donc, la réalité, c'est que dans les 25 prochaines années, là, à chaque jour, l'humanité va consommer plus de pétrole, plus de gaz. Et là, on dit, bien là, il faudrait quand même faire attention, ça va se réchauffer un petit peu trop la planète. Donc, on va ajouter les éoliennes à travers de ça. Puis on va ajouter une coupe de parcs solaires, on va endormir le monde. C'est un petit peu ça qu'ils sont en train d'essayer de nous vendre. Aux États-Unis, présentement, vous le savez, vous lisez les journaux, c'est toute la question de l'intelligence artificielle. Les téléphones, on va demander à ChatGPT je n'aurai même plus besoin d'être là, il va y avoir un hologramme qui va apparaître, il va parler tout seul, il va lire tout seul. Mais l'intelligence artificielle, là, ça consomme quoi? Ça consomme de l'énergie. Au moment où on nous dit qu'on se parle, là, en Europe, les centres de données, les centres de traitement de l'information qui servent à alimenter nos ordinateurs, les téléphones, ben, c'est 4 de la consommation d'énergie. Aux États-Unis, en 2030, c'est à côté 2030, c'est 10 de l'énergie qu'on va produire va servir à alimenter les centres de traitement d'information. Si demain, on veut avoir 5 millions d'automobiles au Québec, ou des camions qui vont être téléguidés par le ciel avec l'intelligence artificielle, ça prend de l'énergie. Ça ne se fait pas tout seul. Ça prend de l'énergie. Aux États-Unis, présentement, vous allez voir le lien avec les éoliennes. En Virginie, tout ça, là, sur la côte est, c'est plein de centres de données, des États qui sont spécialisés et qui encouragent les entreprises à venir installer des centres de traitement, des serveurs informatiques. Et les compagnies qui partent ça, eux autres, ce qu'ils recherchent, c'est de l'énergie. Les éoliennes, là, les éoliennes qui tournent une fois sur 3, là, qui tournent 30 du temps, là, ça ne peut pas alimenter un centre de données. Imaginez-vous, si en plus de ça, il y a des voitures là, qui dépendent de ces centres-là, puis l'éolienne arrête de tourner, ça se peut qu'il y ait chaud de poignée entre Saint-Tropez dessus. Vous riez, hein? Donc, les centres de données, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une énergie stable. C'est comme quand on nous vend le développement économique au Québec, on nous dit, tu sais, la batterie, ça va être la batterie, on a besoin d'une batterie, la batterie, ça va être l'hydroélectricité, puis les éoliennes vont venir compléter, puis les panneaux solaires vont venir compléter. Les États-Unis, c'est la même chose. Les centres de données ils ont besoin d'une énergie stable. L'énergie éolienne, ça ne marche pas. Là. Donc, l'énergie stable, aux États-Unis, c'est quoi? Ben, c'est le nucléaire, donc partie des projets, mais c'est surtout le gaz naturel et le pétrole. Donc, quand on nous dit que vraiment l'objectif premier, c'est au Québec, c'est de décarboner l'économie, donc c'est pas du tout la réalité. On s'en va dans une économie qui va consommer, mais c'est malheureux, je ne veux pas vous décourager, là, mais on s'en va dans une économie, dans les 20-30 prochaines années, qui va consommer beaucoup plus d'énergie que ce qu'on peut espérer quand on souhaite une réduction ou qu'on souhaite contenir l'émission des GES. L'autre question, puis donc, décarboner l'économie du Québec, là, si on vous répète ça, là, si M. Sapio vous répète ça, c'est vraiment pas l'objectif. La deuxième question, puis ça amène un peu à la réponse de l'UPA par rapport aux éoliennes en terre agricole. Est-ce que c'est un bon choix économique pour le Québec? Moi, je vous dirais, là, c'est ça qui me fait aussi le plus réagir, au-delà de la question d'environnement. Si vous allez toujours dans le plan, c'est disponible, moi, j'invente rien, c'est dans le plan d'Hydro-Québec. Hydro-Québec, pour être capable de doubler la production d'énergie d'ici 2050, ils veulent investir 185 milliards de dollars. 185 milliards de dollars pour être capable de doubler d'ici 2050 la production d'énergie au Québec, pour principalement, comme je vous l'ai dit, là, alimenter les voitures électriques. Donc, ils vont dire qu'on veut également décarboner les industries. Vous avez entendu parler de TES, des éoliennes,
puis de l'hydrogène vert. Encore là, ils ont besoin de la batterie d'Hydro-Québec. Une couple d'éoliennes de temps en temps qui roulent, et ils ont besoin du 150, pas plus exactement, du volume d'électricité constante. Ils ont besoin quand même d'un bloc d'alimentation d'Hydro-Québec. L'hydrogène vert, c'est un électroseur, une machine qui fait que ça, à partir de l'énergie, ils vont faire une forme de gaz naturel renouvelable, qui vont incorporer au réseau de gaz naturel. Le réseau de gaz naturel, l'énergie, le gaz d'énergie, il ne vient pas du Québec. Là. Il vient des États-Unis, et c'est du gaz de schiste. On peut peut-être avoir 5 d'hydrogène vert qui vient du Québec. Encore là, tu sais, le décarboner l'économie, je vous dis. Tu sais, il y a tout un gros point d'interrogation, mais je vais revenir sur ce que je vous dis. Est-ce que c'est un bon choix économique pour le Québec? Hydro-Québec, 185 milliards. Hydro-Québec, là, c'est à toutes nous autres. Comme les terres agricoles, c'est notre patrimoine collectif québécois. C'est l'agriculture, la nourriture, l'énergie. Ça fait vivre les Québécois là, depuis les 40-50 dernières années. Pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire du Québec, c'est une ressource inestimable pour notre économie. Au Québec, qu'est-ce que ça vaut exactement? J'ai fait une petite recherche. Il y a 2 ans, Francis Veil, dans la presse, disait que ça valait 120 milliards de dollars au Québec. Ça génère des profits de 2 à 3 milliards de dollars par année. Ils veulent investir dans les 25 prochaines années 185 milliards de dollars. C'est 2 fois, bien plus que 2 fois la valeur actuelle de, pas 2 fois, mais 120 versus 185. Presque, pas un petit peu moins que 2 fois, mais c'est énorme, c'est plus gros que ce que l'entreprise vaut actuellement. Au Québec, sur les 120 milliards que ça peut valoir, ça a une dette de 55 milliards de dollars. Ils vont financer ça comment? On nous parle d'investissements annuels de 12 à 16 milliards de dollars. Le déficit du Québec dans la dernière année, là, ce qu'on prévoit, c'est 11 milliards. Celui qu'on a vécu au printemps passé, 2023-2024, on a fait un déficit au Québec de 11 milliards de dollars. On nous a dit que c'est le plus gros déficit de la province de Québec depuis les 20-30 dernières années. Le ministre Gérard, selon la loi sur l'équilibre budgétaire, va devoir déposer un plan de récupération du déficit dans les 5 prochaines années. Donc, on va, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir couper dans la santé, dans l'éducation, en agriculture, un peu partout, les municipalités. Puis, Hydro-Québec, lui, il va dépenser 15 milliards de dollars par année. Hydro-Québec, c'est toutes nous autres, c'est une société d'État, puis elle génère 3 milliards de profits. Donc, Hydro-Québec, pour financer ça, elle va devoir emprunter. Emprunter de qui? À combien? Est-ce qu'ils vont tout emprunter? Est-ce qu'ils vont dire, oh, on va avoir besoin de partenaires privés? On va-tu vendre des parts au Québec pour faire ça? C'est sûr. Hein? Donc, le projet, là, il est trop gros pour ce que c'est. Au Québec, c'est super gros. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est trop gros pour la capacité d'au Québec de se développer. Pour encore là, je vous le dis, là, alimenter des chars électriques, là, parce qu'on ne parle pas de densifier des villes, on ne parle pas de transport collectif, on parle d'électrifier les chars, les automobiles. Puis, partout à travers le reste du monde, surtout aux États-Unis, là, oui, il y a des éoliennes, mais ce qui développe, c'est le gaz et l'essence. C'est ça qui développe. Donc, moi, je me pose une question au Québec. Là. Je veux dire, je suis pour la décarbonation de l'économie, mais je me dis, tu sais, dans les 10, 15, on devrait peut-être slacker à pédale ces éoliennes, là, puis sur le développement énergétique. Là. Puis, on devrait peut-être, oui, être encore un peu dépendant de l'essence, du pétrole pour nos voitures et tout ça, là, puis continuer de fonctionner de même, puis slacker ces investissements un peu là. Parce que tantôt, je me pose la question si on va être capable de soutenir ça, là, ce plan-là. Donc, il y a des intérêts au-delà là, de si tu payant pour une communauté, si tu payant pour le propriétaire. Est-ce qu'on peut regarder collectivement si c'est payant pour tous nous autres? Et la réponse à ça, c'est clair que non. C'est clair qu'on est en train de se faire avoir. Pas Puis, tu sais, quand on parle des impacts, oui, la municipalité dit, oh, on va aller chercher de l'argent, ils vont nous donner des redevances. Mais
savez là qu'une éolienne, selon la loi actuelle, la municipalité ne peut pas les taxer. C'est la loi d'Hydro-Québec, on avait donné des permissions à Alcan, au lac Saint-Jean, on ne peut pas taxer. La loi ne permet pas de taxer les infrastructures énergétiques. Et sur les lignes électriques, on n'est pas sûr là, si on est capable de les taxer ou pas encore. Donc, la municipalité va avoir des belles éoliennes, là, ça vaut bien d'argent, mais ils ne sont pas capables de les taxer. Il ne faut pas taxer. Puis en plus de ça, ben, je ne sais pas, moi, il me semble que j'ai une belle petite maison devant un ruisseau, devant une belle terre agricole, peu importe, un boisé. J'ai une éolienne d'en face, là, je ne sais pas que la maison vaut-tu le même prix. Si elle ne vaut pas le même prix, là, il y a moins de taxes qui rentrent de ce côté-là. C'est vraiment un gain pour les municipalités? Puis, il y a toutes sortes de questions hein, qu'on peut se poser. Je sais que je vous acharne ce soir avec ça, mais il y a quand même des questions économiques de base à se poser avec ce projet-là, qui fait qu'en bout de piste, je reviens là, à mon énoncé de départ, là, ça vaut-tu vraiment la chandelle? Est-ce que le projet d'Hydro-Québec vaut la chandelle? Moi, je ne pense pas. Ça ne vaut pas la peine de sacrifier des terres agricoles pour ça. Merci beaucoup, M. Ross, pour toutes ces clarifications, ces informations. Le discours que certains d'entre nous connaissaient, mais je pense que c'est très important que tout le monde puisse l'entendre pour avoir cette information. Donc, avant d'aller à la période de questions, je vais vous faire une activité démocratique. Parce que, comme je vous ai dit, Vendélu, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir la démocratie participative. Et, comme je vous ai dit tantôt, pour participer, il faut être informé, il faut se pratiquer. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, M. Ross a fait allusion à un BAP générique. On va tenter d'adopter une résolution symbolique demandant au ministre de l'Environnement de déclencher un BAP générique sur la filière éolienne. Avant d'arriver là, je vais vous donner un peu de contexte du pourquoi, du comment, c'est quoi un BAP, c'est quoi un BAP générique. Quand on entend parler des projets éoliens, on entend souvent des élus, des promoteurs nous dire « Ne vous inquiétez pas, à la fin de tout, on va avoir un BAP, un bureau d'audience publique en environnement. Vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir dire qu'est-ce qui vous inquiète. Il va y avoir une évaluation de tout ça, c'est très bien. Le BAP est très important. Ça, c'est très important à souligner aussi. On ne veut pas avoir de BAP, on tient au BAP. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le BAP n'est pas décisionnel. Le BAP remet des recommandations au gouvernement et le gouvernement peut choisir d'y adhérer ou non. Pour ceux qui ont lu les nouvelles aujourd'hui, il y avait des dépotoirs à Blainville, Stablex de résidus dangereux. Le BAP a dit c'est pas une bonne idée, puis la municipalité a dit bon, on n'embarque pas, on n'agrandit pas le dépotoir, mais le ministre de l'Environnement a dit oui, on continue avec ça. On veut y aller de l'avant, puis si la municipalité n'obtempère pas, on va y aller pareil, on va trouver des moyens de contourner ça. Donc, pour moi, d'emblée, c'est pas rassurant de juste se fier sur le BAP. C'est très important, mais il ne faut pas se fier là-dessus. Aussi, le BAP a une autre limitation, c'est que chaque BAP évalue un seul projet à la fois. Donc, la limite du BAP, donc c'est un projet pour la MRC de Nicolet-Yamaska, on regarderait l'impact, par exemple, sur les terres agricoles dans Nicolet-Yamaska. On ne regarderait pas l'ensemble de l'impact. On a parlé du nombre d'éoliennes, des milliers d'éoliennes, ce que ça représenterait comme impact seulement pour les terres agricoles, si on parle de rien d'autre, c'est énorme. Donc, ce qui existe dans la loi sur la qualité de l'environnement, c'est ce qu'on appelle un BAP générique. Et ce que ça veut dire un BAP générique, c'est que ça va analyser l'ensemble d'une filière, l'ensemble d'un projet quelconque. Donc, on ne regarde pas seulement une chose en isolement, en silo, on regarde l'ensemble de la filière. Donc, une filière, quand on regarde une résolution pour demander un BAP générique sur la filière éolienne, on regarderait l'impact global sur l'ensemble du Québec de cette filière, de la façon qu'on développe les éoliennes au Québec. Et on aura des réponses plus claires, à savoir quel serait réellement l'impact sur l'environnement, sur nos milieux sociaux, sur l'économie. Tout ça va être évalué.
Donc, avant d'élu, on s'est dit que ce serait le temps de demander un VAP générique sur la filière éolienne pour que tout le monde puisse participer. Parce qu'il faut savoir aussi que les MRC, les municipalités, présentement, dépensent beaucoup d'argent pour faire des consultations. À chaque fois, on répète le même exercice, on a souvent les mêmes résultats, mais on pourrait partir tous ensemble du même point de départ si on faisait de l'analyse d'ensemble d'emblée. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander ce VAP générique. Ça nous donnerait des bonnes balises de base. Donc, comment qu'on demande un VAP générique? Bien, dans la loi, la seule personne qui peut déclencher un VAP générique, c'est le ministre de l'Environnement. Donc, avant d'élu, on propose une résolution aux municipalités qui peuvent en faire la demande au ministre de l'Environnement pour justement lui dire, bien, vous avez le pouvoir de le déclencher, déclenchez-les, on aimerait savoir ce qui se passe. Donc, ce soir, on va pratiquer nos compétences municipales et on va adopter une résolution où je vais vous le proposer, puis vous me direz si on l'adopte ou non. Une résolution symbolique. Donc, normalement, quand les municipalités adoptent des résolutions, c'est quand même un document quasiment légal, puis ce soir, c'est symbolique. Donc, on va se pratiquer en lisant des considérants qui nous donnent le contexte de pourquoi on voudrait adopter cette résolution. Puis, on va terminer, je vais demander à quelqu'un de proposer, quelqu'un de seconder, et après, on verra, selon les mains levées, si on adopte ou non cette résolution. Donc, je vais vous lire quelques considérants. En fait, sur le site web de Vendélu, à vendelu.ca, il y a une version très complète de la résolution. C'est un gabarit que vous pouvez proposer à vos municipalités qui peuvent le modifier selon leur guise. Il y a plusieurs municipalités qui l'ont adopté la résolution à date, donc ça commence à faire son chemin. Et ce soir, on va lire une version raccourcie. Donc, premier considérant. Considérant la prolifération de projets éoliens sur les territoires agricoles et habités du Québec. Considérant qu'au Québec, le territoire cultivable ne représente que 2% du territoire. Considérant que la majorité de ces projets ne visent pas l'intérêt public, mais surtout des intérêts privés, contribuant ainsi à une privatisation rampante d'Hydro-Québec. Considérant que la Commission de la protection du territoire agricole a autorisé 99% des demandes de dérogation pour l'installation d'éoliennes en milieu agricole. Ça aussi, c'est un élément que je ne vous ai pas dit, mais vous l'avez peut-être entendu circuler. Mais on nous dit aussi, attendez le VAP, puis attendez l'évaluation de la CPTAQ. Mais ce n'est pas très rassurant dans ce sens-là. Considérant l'étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine du 14 mars 2024, démontrant que les retombées économiques du développement de la filière éolienne privée ne profitent pas de façon équitable aux municipalités et aux citoyens du Québec, mais profitent surtout à l'industrie privée et à ses actionnaires. Alors, j'ai oublié de mentionner, mais vous l'avez devant vous, c'est la feuille, Janie vous l'a dit au début, donc vous pouvez suivre en arrière de votre feuille si vous ne le faites pas déjà. Considérant les nombreuses questions soulevées, autant par les élus que par les citoyens de nombreux MRC au Québec qui demeurent sans réponse claire et satisfaisante. Considérant que de nombreuses audiences du Bureau public sur l'environnement ont eu lieu au Québec au sujet de nombreux projets éoliens, mais qu'aucune analyse d'ensemble n'a été faite à ce jour, et considérant que la multiplication des VAP sur des projets singuliers exige des ressources importantes pour les municipalités et les citoyens concernés, les derniers considérants, on y arrive, considérant qu'un VAP générique serait le meilleur outil pour faire une analyse d'ensemble sur l'ensemble de la filière éolienne. En conséquence, et pour ces motifs, ça me prendrait un proposeur. Est-ce que j'ai un proposeur dans la salle? Monsieur? Yvan Jutra. Pardon? Yvan Jutra. Yvan Jutra propose? J'appuie. Et c'est bon, on a un appuyeur. Et là, je vous demande à la salle, à main levée, qui est-ce qui appuie cette résolution pour une demande de VAP générique? On a quelques abstentions, mais ça passe à la majorité. Donc, la résolution est adoptée. Merci d'avoir participé à cet exercice. Et ce qu'on réclame finalement, c'est la tenue de VAP générique sur toute la filière éolienne afin de dégager les avantages et les inconvénients d'une telle filière. Donc, on va envoyer cette résolution au ministère de l'Environnement pour lui dire que ce soir, on est adopté à majorité, à très grande majorité,
cette résolution symbolique. Donc, on va envoyer vos intentions. Bon, y a-t-il des contre? Oui, c'est vrai, merci. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont contre la tenue d'un bal générique? Bon. Il n'y a personne qui est contre, la grande majorité est pour, c'est sûr qu'on l'adopte. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à l'exercice. Il m'est revenu un petit bout de ce que j'aurais voulu vous dire en entrée que j'ai oublié avec les problèmes techniques et tout le reste. Je voulais vous dire que pour un choix éclairé, on sait pas, on n'a pas commencé nos actions pour s'opposer aux éoliennes, mais pour faire en sorte que la population puisse vraiment faire un choix éclairé, c'est-à-dire d'évaluer les pour, d'évaluer les contre, puis de les peser dans la balance, puis de se dire, est-ce que les avantages valent vraiment la peine par rapport aux désavantages? C'est sûr qu'il y en a. Puis après ça, que majoritairement, on ait choisi ensemble comme collectivité d'avoir des éoliennes sur notre territoire. Alors, c'était ça l'objectif. C'est pour ça qu'on s'appelle pour un choix éclairé. Et on a pris le principe de précaution, parce qu'on voyait que le projet avançait bien vite, puis qu'on n'aurait peut-être pas le temps de se rendre jusqu'à vraiment une décision de est-ce qu'on a vraiment plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, principe de précaution, bien, en attendant d'avoir les réponses, on va s'opposer. Donc, on avait pris comme position, on s'oppose au projet éolien tant qu'on n'aura pas la conviction, qu'on n'aura pas la certitude, qu'on ne se sera pas fait prouver, en fin de compte, qu'il y a plus d'avantages que de désavantages. Donc, c'est la position qu'on maintient toujours. Je parle au nom de tous les membres actuels qui participent à nos activités. Et puis d'ailleurs, on vous invite à devenir membre officiellement par la petite lettre qu'on vous a remise aujourd'hui. Vous pouvez le faire sur place aujourd'hui, vous pouvez le faire lundi prochain à l'Assemblée générale, ou vous pouvez le faire en ligne aussi. Donc, pour vous dire le résumé de l'opinion de nos membres actuellement, bien, on reste toujours contre parce qu'on n'a pas eu la preuve que les avantages vont surpasser. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a aussi eu une présentation qui va dans ce sens. Alors, j'ouvre maintenant la période d'échange et de questions. Je vous demande de quand même rester concis dans vos échanges pour laisser la place aux opinions ou aux apports des prochains. Alors, je vais mettre un micro. Je vais offrir un micro aussi à M. Ross pour qu'il puisse partager avec nous, interagir. Oui. Ah oui. Ah. On parle beaucoup d'automobiles qui polluent les avions, mais il y en a un qui est nos profils, les makers, c'est le fret, les bateaux. La quantité, c'est incroyable, sa planète qui se promène. Puis c'est un bateau, c'est des centaines de milliers de tonnes. S'ils veulent décarboner le Québec, ça n'a pas de sens. 150 ans qu'on a travaillé pour produire cette électricité-là, puis il faut faire en 25 ans ce qu'on a fait en 150 ans. Il y en a un, là, c'est le bateau. 10 cents pour le petit pot de cornichon qui s'en vient de l'Inde, là. Maudit, pourrais-tu mettre le montant réel qu'on paye? Parce que ça pollue pas rien qu'à peu près, ils sont nos profils. Personne ne les pointe du doigt. Puis il faut dire que le diesel qu'ils mettent dedans, là, c'est pas celui qui est en haut de la colonne, là. C'est le pire cochonnerie. Puis ils sont conçus pour brûler n'importe quoi. Quand tu as vu le documentaire L'envers du fret, là, c'est vrai qu'ils sont nos profils, on n'en parle jamais. Ils veulent l'avoir. Ils veulent la carboneutralité. Pourquoi ils n'investiraient pas pour qu'on produise cette nourriture-là? On promène le sucre. Avant ça, on produisait le sucre. L'Antique le transformait. On cultivait des betteraves à sucre. Le prix du sucre a tombé, on a laissé tomber toute l'industrie du sucre, la betterave à sucre. Là, on promène le sucre qui vient des Antilles, on l'emmène ici quand on pourrait le produire nous-mêmes. Probablement, là, si on mettrait le vrai coût de l'environnement polluant de ces navires-là, probablement l'industrie de la betterave, on pourrait la ressusciter. Puis on consommerait notre propre sucre. C'est juste une nature. Les navires ne sont jamais pointés du doigt.
cents pour de cornichons, puis on a jeté l'industrie dans le bout de Saint-Guillaume par terre, complètement. Qui produisait du cocon, tu l'as vu. Elle était là quand on a sorti de l'université, puis on l'a vu mourir, puis là, ça reprend. C'est incroyable. Il y a de quoi, là, il faut pointer, c'est un ennemi. Les bateaux, là, c'est ça. Faire de quoi qui cogne là-dessus. Par rapport, c'est un élément intéressant. On parle d'agriculture, j'ai lu ça, c'est vrai, ça m'a rappelé ça dans les documents que Mme Feldman m'a appelé. C'était un agronome qui disait au Québec si on était capable d'augmenter de 1% la matière organique des sols, puis c'est vrai, ça m'avait comme échappé, mais si on le faisait à l'international sur l'ensemble des terres agricoles, juste augmenter la matière organique, donc matière organique carbone, on viendrait de régler là, de façon très, très significative la question de la décarbonation. Donc, juste par mieux nourrir, mieux alimenter nos sols en matière organique, puis on viendrait, ça clencherait les éoliennes, ça. Mais on n'y pense pas. C'est très mercantile l'approche actuellement. Quand je vous parlais d'une ruée vers l'or, c'est ça. Tu sais, quand on parle de réduire la consommation, là, moi je ne veux pas revenir là, dans le temps là, des guerres à feu, c'est pas ça. Il y a quand même des gens, je disais un livre sur de Noah Klein, un environnementaliste, qui disait, puis c'est des études scientifiques. Tu sais, moi, je suis né dans les années 68, je suis un modèle 68, puis les années 70, là, moi, j'ai pas rien manqué, j'étais bien vêtu, j'avais des jouets comme des. C'était pas comme dans le temps de mon grand-père, là, on avait une salle de bain, on avait tout le confort moderne, mais on nous dit si on reviendrait à ces années-là, on réglerait notre problème de réchauffement climatique, juste de consommer un peu moins. Mais on nous fait peur d'un côté, mais de l'autre côté, les actions ne sont pas là. M. Trudeau, je fais de la politique un peu, là, M. Trudeau, on va planter 2 milliards d'arbres au Canada, mais 5 milliards pour investir dans un pipeline. Il y a beaucoup d'incohérences de la part de nos élus. Puis je pense qu'une mobilisation citoyenne, comme qui est organisée ce soir, là, les citoyens, il faut prendre notre avenir en main, il faut poser des questions, il faut exiger des enquêtes, un badge générique, n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, mais un processus qui va faire qu'on va évaluer des études sur si c'est pertinent ou pas pour le Québec, le développement de cette filière-là. Présentement, on a juste un discours, le discours du Québec, puis de M. Fitzgibbon. Autres que le maïs, puis beaucoup plus les ruines complètement d'autres, parce que économiquement, c'est ça le rentable. Exactement. S'ils seraient capables d'investir en agriculture, c'est $1 qui rapporte énormément plus que d'investir dans l'avion ou dans n'importe quoi. Exactement. Puis oui. Moi, j'aimerais savoir. J'ai deux questions. La première est très simple. À qui profite la filière éolienne? Première question. Et la deuxième va porter un peu plus à un peu votre opinion là-dessus. Il semble qu'avec tout ce qu'on a dans les médias, que le gouvernement, Fitzgibbon et compagnie, sont déterminés à nous envahir d'éoliennes. Alors, comment est-ce qu'on fait tout le monde ensemble pour s'objecter à ça? Il semble que, en tout cas, ils veulent nous enfoncer les éoliennes dans la gorge. On a besoin de l'UPA, on a besoin d'un BAP générique aussi. Votre opinion. Merci. Moi, je suis d'accord avec le BAP générique. Même dans une conférence, je disais, s'il n'y a pas d'études d'impact ou un processus d'enquête, on va se retrouver avec une commission Charbonneau 2, là, mais dans l'autre mandat. Là. Parce que, je veux dire, on le voit, là, quand... Déjà, Hydro-Québec, je dirais, là, pour donner un petit peu d'optimisme, et pas un petit peu, beaucoup d'optimisme, le message citoyen qui passe. À l'automne, c'était Hydro-Québec, c'était vraiment, je ne sais pas que c'est pas encore le Far West, mais c'était encore plus le Far West. Les promoteurs se promenaient, faisaient signer des options. C'est encore de même un peu, là, mais
c'était vraiment dans le sud du Québec. Là, tu sais, il n'était pas question d'aller dans le nord, dans des zones loin des postes. Tout était concentré dans le sud. Là, on a M. Sabia qui est sorti il y a 2-3 semaines en disant nous, on va faire des grands développements dans les zones pas habitées, avec les communautés autochtones, puis on va sortir ça des zones habitées et de la zone agricole. Bon, il faut en prendre et en laisser, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de projet dans le sud, mais déjà, le discours d'Hydro-Québec a changé. Déjà, il a changé parce qu'ils savent que les gens sont en train de se mobiliser, sont en train de poser des questions. Donc, comment on fait pour faire reculer ça? Comment on fait pour qu'il y ait un badge générique? Il faut que les citoyens se mobilisent. Les gaz de schiste, on s'en est débarrassé. Ça n'avait pas de bon sens. L'expertise venait toute de l'Ouest canadien. Il n'y avait aucune valeur ajoutée pour le Québec avec les gaz de schiste. À part de polluer la vallée du Saint-Laurent, c'est la seule affaire que ça aurait fait. Ça consomme de l'eau. Mais les citoyens se sont mobilisés. Ils ont dit non, on n'en veut pas. Puis à un moment donné, ils sont passés à autre chose. Donc, pour les éoliennes, pour des affaires qui n'ont pas d'allure sur le territoire, donc il faut dire non comme citoyen, il faut passer des messages. Il y a des élections en 2026, ça ne veut pas dire qu'ils n'en développeront pas, mais s'il y a une forte mobilisation citoyenne, ils vont être obligés de reculer, j'en suis convaincu. C'est ce qu'on fait là, ce soir, là, ensemble. On sensibilise les gens ont le droit de s'informer, mais il faut se mobiliser pour dire non à ça. Puis, ce que je n'ai pas parlé tantôt, j'ai juste parlé d'Hydro-Québec, mais ce qui est encore pire, là, c'est les projets privés. Là. Ils vont déposer un projet de loi, ils vont permettre l'autoproduction. Donc, on casse carrément là, le monopole d'Hydro-Québec. On va permettre à une compagnie de produire de l'électricité et de la vendre directement à une autre compagnie. Ils disent que c'est à proximité, mais tu peux être à 30 km de ton entre le lieu de production et l'usine. Tu peux avoir 30 km de différence. Tu peux te bâtir une ligne. Et là, ça va être tout privé. Au Québec, on n'aura même pas d'affaires là-dedans. Là. Peut-être acheter s'il y a des surplus, là, mais ça, c'est inquiétant. Dans le cas de TES, c'est privé. Au Québec, on leur a donné une petite subvention, un petit accès à un bloc d'énergie, l'énergie de tout le monde. Mais les éoliennes qu'on va mettre dans Mauricie, ça va être complètement privé. Ils vont avoir une ligne qui va être privée. Là, ils vont voir, là, on pense que c'est privé. Ils vont voir les propriétaires, mais les gisements de vent, c'est public jusqu'à un certain point. C'est nos ressources. Donc, ça aussi, il faut dire non absolument à ça. Alors, votre question, c'est qui va en profiter? Là? Qui va profiter de ça? C'est les promoteurs, c'est les firmes d'avocats, c'est les firmes d'ingénieurs. C'est une forme on appelle ça du clientélisme. Donc, des entreprises qui têtent le gouvernement, puis c'est eux autres qui vont se mettre de l'argent. Bonjour, Domaine Blanchette de la région de Lobinière. Malheureusement pour nous, on a un projet qui a été accepté. Pour faire une petite histoire courte, ça date de l'été passé. Nous, on s'est mobilisés très rapidement contre un peu la même idée. On s'est mis contre au début parce que ça allait trop vite. À défaut d'avoir d'informations, on aimait mieux être contre un projet que foncer dans le mur avec des informations provenant juste d'un côté de la médaille, si on peut dire. Vous avez parlé de mobilisation, le nerf de la guerre, je crois. De mon côté, moi, je suis entrepreneur général dans la région. Puis, quand on a fait des porte-à-porte, ce qui revenait le plus souvent, c'était que le monde disait « Ah, j'ai une compagnie, j'ai des membres de la famille qui étaient approchés, tout ça. » Je crois que dans ce processus-là, il ne faut pas avoir peur de se positionner. Moi, le premier, c'était clair et net. Je me suis identifié avec le nom que j'ai. Les conseils des maires et les conseils municipaux m'ont vite remarqué et reconnu, étant comme un petit obstacle devant leur chemin. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se positionner fermement et d'avoir conviction à notre façon de voir ce projet-là. Malgré qu'il y a eu des, comment je dirais ça, pas des menaces, là, mais de l'opposition, pas d'opposition, on pourrait dire de la pression du côté municipal là, de vouloir nous faire taire. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se positionner, même en tant qu'entreprise, en tant que
ça l'amène juste du bon. Là. Honnêtement, moi, ça a filtré certaines personnes dans tout ça, mais il ne faut pas avoir peur de se positionner, même en tant qu'entreprise. Puis au contraire, je pense que ça donne un mouvement aux gens d'embarquer, d'avoir un exemple. Puis nous, dans l'Opinion, c'est ce qui est arrivé, des grosses compagnies qui se sont positionnées, puis les gens les ont suivis. Fait que c'était intéressant de pouvoir avoir une pression sociale plus forte contre mais pour sensibiliser nos conseils à nous écouter, ce qui est très difficile. Fait que ça, c'est mon conseil, si ça peut en être un, là, de ne pas avoir peur de se positionner et d'en parler. Bon conseil. Bon conseil. Une question, oui, on continue de parler de l'homme. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont partis, eux autres, là, c'est disparu. Mais les terrains ont été rachetés par une compagnie. OK. L'agriculture, on a disparu de ces terrains-là. Je ne sais pas, c'est un cas particulier, là, je ne peux pas, là... Mais ma question est pour l'avenir. Oui. Ces éoliennes-là, qui sont là, Oui. c'est-tu tout parti que c'est là-dedans? Qu'est-ce qui est devant? Les terrains, si les éoliennes ne seront pas là, les terrains des rachetés, c'est tout parti. Mais perdu à qui? Perdu aux gens des gaz de schiste? Non. Il y a les gaz de schiste. Oui. L'agriculture va retrouver ces terrains. Oui. Mais là, ça va-tu faire pareil avec ça? À chaque fois qu'il rentre un promoteur, on s'en fait saisir à chef de terre ici. Exactement. Ah oui, je suis là. Oui. Et il y avait une possibilité que les utilisateurs rachètent, probablement, comme les compagnies ont racheté à une pièce, là, si tu veux, du terrain. Je vais vous conter une question. Oui. Et là, je vais vous conter une histoire qui est différente des. Mais c'est un peu le même principe, là, ça rejoint ce que vous dites. Là. On a une fiducie UPA avec Fonds d'Action, on achète des. Quand ils ont passé le REM, on a créé une fiducie du REM. La fiducie, elle a acheté une terre à Carignan. C'est juste là où le pont de la 10 qui traverse le Richelieu. Et les producteurs qui cultivent cette terre-là depuis la Nouvelle-France. Okay? C'est comme... avant la loi sur le zonage agricole, parce qu'il y a très très longtemps, il y a un promoteur de Montréal qui est allé voir cette famille-là, mais la route n'était pas encore bâtie. Puis ils ont acheté la terre, mais pour pas grand-chose. Pas grand-chose, mais un an après, ils ont appris, les cultivateurs, les producteurs, que le pont passait. Donc, en fin de compte, cette terre-là a été préservée, mais elle appartenait toujours aux promoteurs de Montréal, qui avait acheté ça pour une bouchée de pain, mais qui avait vendu une bonne partie des terres au gouvernement du Québec, au ministère des Transports pour passer l'autoroute. La fiducie, ce qui est beau dans l'histoire, c'est que la fiducie, on a récupéré cette terre-là, qu'eux cultivaient. Ils n'ont jamais arrêté de la cultiver, elle était juste plus à eux autres. C'est ça. Mais là, la fiducie, on va continuer à la relouer, puis ils vont l'avoir pour la vie. Mais ce que vous dites, c'est sûr qu'il faut faire attention. Tu sais, ils se promènent, là. C'est comme des claims miniers. Là. Ils se promènent, là, puis ils vous font signer des options. Autant les propriétaires terriers que les agriculteurs, enfin, ils vous font signer des options. Là, il faut faire attention. On ne peut pas signer des options, leur donner ça à vie. Là. Parce que les autres, là, ils peuvent prendre l'option, dépendant du contrat, puis après ça, ils peuvent regrouper ça, puis vendre ça à un autre, vendre ça à un autre, vendre ça à un autre. Nous autres, on va faire de l'argent en se vendant les options entre eux autres. Là. Bien, vous autres, vous n'aurez pas d'argent producteur, ça ne sera plus jamais à vous autres. Vous avez cédé ce droit-là à ces compagnies-là. Donc, faut tant qu'il y a des contrats signés, il faut que l'option ait une durée limitée dans le temps. Ça, je vous dis ça comme précaution, il faut qu'il y ait une durée limitée dans le temps, parce que vous allez perdre ça pour tout le temps. Ça peut se transférer d'une entreprise à l'autre. Oui, c'est pour ça que l'avenir, il faudrait que les agriculteurs fassent attention quand il arrive quelqu'un, un promoteur. C'est ça. Si mon frère il a fait attention, on va peut-être penser, et on va peut-être plus tard, on va peut-être négocier. Il n'y avait pas de négociation le premier soir, puis là, après ça, il y avait un peu de négociation. Ça change un peu, mais ça restait plus, puis on voulait pas. Puis là, c'est parti. Et juste pour vous dire, quand vous parlez de faire attention, là, il y a un producteur dans le coin de Matane, ils en ont eu dans ce coin-là
Lui, il a signé il y a 24 années. C'était des plus petites éoliennes, là, mais là, il y avait 2500$ par éolienne. Il voyait que son contrat, ben, il y a une petite indexation annuelle. Il donne, ben, là, c'est des grosses, il donne quand même 35 000. Ah ouais. Donc, quand j'ai dit mon temps, là, les oreilles, ils ont croché un peu. Là, J'étais à Gaspésie, puis je me suis informé des propriétaires qui en avaient la précédé. Ouais. Le temps, je suis là, mais souvent tard, là, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une nouvelle, puis tout le monde, c'est de la logique. Le festroboscopie de ça, une madame, ça a l'air qu'elle est en train de virer, là. Non, une autre, là, puis quand elle regarde le coucher de soleil, là. OK. Et elle est dans sa maison à Tory. Elle va partir, plus de trouble. Mais dans sa vitrine, le fait de roboscopie, elle dit si je ne ferme pas les deux, je suis en train de virer folle. Fait que faut penser à tout ça. Là. Si c'est dehors, il va y en avoir plusieurs. Là, je sais pas, ils sont suffisants. On peut-tu protéger notre nid? En fond, c'est ça la question. Oui. Il y a un bout que oui, mais on peut-tu protéger? L'agriculture, c'est notre oui. Les gens qui regardez le monde de la politique, c'est le monde qui est alentour, puis là, ça vous fait une force. Fait que vous devez signer des contrats. D'habitude, un contrat, ça ne se remédie pas, puis ça va passer de même. Mais là, tout le monde vous aide à ceux-là qui ont signé un contrat, que peut-être le contrat va être cassé. Là. Fait que vous pouvez crier victoire, mais il y a des gens de la ville qui ont vu sur le camion, c'est marqué le lait que l'on mange, notre agriculture, c'est notre manger. Fait que ça, c'est pour vous autres. Fait que c'est une force supplémentaire. N'oubliez pas une affaire, mais qu'on en mange, vous avez 2 pieds dedans, il va encore pousser quelque chose de vous autres. En ville, ça, ce sera autre chose. En autant qu'ils viennent vous aider, et non venir vous voler. Il y a un angle mort aussi que je n'ai pas parlé tantôt, là, mais tu sais, quand je parlais du plan d'investissement au Québec, puis 185 milliards pour les 25 prochaines années, c'est qu'eux autres, ce qu'ils misent, là, oui, ils vont emprunter et tout ça, là, mais comment ils vont faire pour tout financer ça? Ça répond un petit peu il faut trop penser c'est quoi les conséquences, c'est l'augmentation des tarifs. Ça, ils l'ont déjà dit, hein, c'est ça. Il n'y aura pas le choix de les augmenter les tarifs. Là. Donc, encore, c'est nous autres qui vont payer pour ça. Oui. Bonsoir. J'apprécie énormément votre transparence dans votre information. Puis, je regarde, vous avez aussi mentionné que la CPTAQ a accepté 99% de dérogation en terre agricole. Okay, comme producteur, on a 2 gros organismes qui est l'UPA et la CPTAQ. Ce que je voudrais savoir, j'aurais besoin d'être rassuré d'une certaine façon, c'est quoi votre pouvoir UPA provincial, jusqu'où vous pouvez aller. On va travailler de façon unanime, tous les citoyens, c'est ça qui est la plus grande force, ça je suis d'accord. On a 2 belles gros organismes. Je voudrais savoir, qu'est-ce que l'UPA, est-ce qu'elle est décisionnelle, est-ce qu'elle peut faire virer le ministre? On peut-tu se fier sur l'UPA? Puis la CPTAQ, je m'aperçois que c'est pas un zéro, c'est un moins zéro. Fait qu'est-ce qu'on a comme alternative, comme producteur, à part que d'exister? On subit, je sais qu'on est tous, les citoyens, pas les producteurs, on est tous là. Rendu au bout de la grande, dans l'espèce de gros système, on est rendu là. On fait quoi pour en sortir de là? On a-tu des éléments, on a-tu un pouvoir sur lequel on peut dire, oui, on va s'accorder toute la gang ensemble? Est-ce qu'on peut pousser dans le dos du PA, puis avoir arrivé à stopper monsieur, je dirais pas monsieur le ministre, parce que c'est pas lui qui mène, c'est Pantin, c'est les fonctionnaires qui en arrière. Est-ce qu'on peut-tu penser positivement? J'essaie de respirer par le nez le plus possible. Ça fait un bout de temps que je suis mes assemblées. J'en entends les verbes des pommures. J'étais ignorant, pas dire innocent quasiment dans l'information, que j'entends de plus en plus. Ma question profonde, c'est qu'est-ce que l'UPA, jusqu'où elle peut aller
est-ce qu'elle peut nous défendre? Est-ce qu'on peut l'accoter d'une façon ou d'une autre? Vu que c'est l'organisme. Puis la CPTAQ, ben, j'aimerais ça entendre quelqu'un de la CPTAQ me donner une bonne raison d'avoir fait autant de dérogations. Peut-être à ta dernière question, c'est que je vais répondre aux deux, là, mais moi je parle je ne suis pas à la CPTAQ, là, je regarderai les positions. Avant à l'UPA, on disait tout le temps au gouvernement, fais pas de décret, fie-toi à l'expertise de la CPTAQ, là, puis là, si vous analysez le discours de l'UPA depuis 4-5 ans, là, fie-toi à l'expertise de la CPTAQ, c'est disparu de notre discours. On ne tient plus sur ce discours-là. Mais la CPTAQ, oui, c'est un tribunal, mais c'est des gens nommés par le gouvernement aussi. Dans le haut, je ne veux pas les excuser, là, mais dans le passé, on ne parlait pas de la même ampleur. C'est ça que c'est là que ça prend une dimension des éoliennes, des panneaux solaires. On n'a pas parlé des fermes solaires. Ils essaient de nous vendre des fermes solaires au Québec. Il fait noir pour l'hiver, il ne fait pas clair. Je ne sais pas si on va prendre la lumière, là, mais il neige, je ne sais pas. Et là, il nous dit, hey, c'est cute, on peut faire cultiver des petites vignes à travers on peut cultiver à travers les panneaux. On peut mettre des moutons. On peut développer une certification, l'agneau solaire. Je ne sais pas, ça serait bon, ça. Là, mais, ils ne vont pas parler quand est-ce qu'il va y avoir de la neige pour sortir des pelles. Des pelles, c'est ça. Donc, je veux dire, mais à leur défense, la CPTAQ, c'est que ça n'a jamais pris cette ampleur. Donc, par rapport surtout considérer les éoliennes comme des usines, effectivement, ils n'ont jamais barré la route à ces projets-là. Eux, leur idée, c'est que l'agriculture, elle peut quand même continuer et se faire, mais compte tenu de l'ampleur que ça prend. Tu sais, les projets privés, là, même s'ils émettent, ça va prendre des lignes électriques. Tu sais, le Nordvolt, là, c'est une entreprise privée, ils vont faire des batteries. Et moi, je reste à Belleuil. Moi, ça va être dans ma cour. Tu sais, là, l'usine, elle va demander 250 mégawatts. La ville de Belleuil, là, où je demeure, là, avec les arrondissements, même McMaster et tout ça, Saint-Hilaire, c'est 100 mégawatts. Donc, l'usine qui va être là, elle va demander 2 fois plus d'énergie que toute la ville, tout l'arrondissement. Là, c'est une zone habitée. Dans le coin dans ce coin-là, il y a 2 postes de distribution. Saint-Basile, Boucherville. Ils sont déjà saturés. Donc là, pour alimenter Nordvolt, qui est un monstre énergivore, on va avoir besoin d'un 3e poste de distribution. Ça va coûter probablement au-dessus d'1 milliard de dollars mettre ça là. Ils peuvent venir nous assister, ils vont nous dire, on avait besoin quand même de la population grossissait. Là, ils en ont besoin de là pour le. Là, la ligne de transport, il faut qu'ils l'amènent, il faut qu'ils construisent leur nouveau poste, il faut qu'ils alimentent. Et là, le poste, les lignes, ils vont mettre ça en territoire agricole. Donc, le projet d'Hydro-Québec, plus tous les projets privés qui vont permettre, c'est gigantesque, la cicatrice que ça va faire sur le territoire habité, agricole, forestier du Québec. C'est pour ça que ça prend un BAP générique. C'est là que vous pouvez compter sur l'UPA. Vous êtes les producteurs. C'est votre organisation. Et c'est ça qu'on dénonce. C'est ça qu'on dénonce publiquement. C'est ça qu'on veut que le gouvernement commence à analyser les affaires. Et ça n'a pas de bon sens. Moi, personnellement, là, je compte sur l'UPA. Ah oui. Je me questionne, quel est votre pouvoir? Bien, le pouvoir de l'UPA, c'est le même pouvoir que les gens ont ici dans la salle. C'est de dénoncer publiquement ce qui est en train de se faire. De mobiliser, d'aider avec d'autres associations, faire en sorte qu'on se prononce. Colloque de l'IREC, l'autre fois, il y avait l'IREC, il y avait le syndicat des employés d'Hydro-Québec, il y avait des chercheurs de l'université, Mme Whitmore, une compagnie qui disaient que ça n'a pas d'allure. Tu n'as pas du seul à le dire. Et s'il y a plusieurs personnes, plusieurs fois, qui disent que ça n'a pas de bon sens, les prochaines élections en 2026, vous continuez dans ce sens-là, regarde, ça va être un autre qui va prendre la place. Moi, je vois jusque-là. L'acceptabilité sociale, là, on en parle d'acceptabilité sociale, hein? Mais le meilleur test d'acceptabilité sociale, c'est 1 fois par 4 ans. C'est le meilleur test. Tu ne fais pas ta job, va-t'en chez vous, on va en nommer un autre. C'est ça. Donc, l'UPA ne fait pas de politique. Pas d'un bord plus que l'autre. On les aime tous, les partis politiques. À un moment donné, c'est là qu'il faut s'exprimer comme citoyen et dire que ça n'a pas de bon sens et que c'est une fin de non-recevoir. Qu'elle fasse leur devoir. C'est strictement consultatif. Ben, l'UPA, non, maintenant, c'est participatif. Participatif, je veux dire. Ouais.
vous allez proposer que ça n'a pas de sens. Ben oui, le président de l'UPA, regarde, moi je suis directeur général, je sais qu'il y a des producteurs qui en veulent des éoliennes, peut-être qu'ils vont me pogner à côté, ils vont dire mon tabarnak, tu sais, ils vont me graisser comme un cochon, je sais pas, là, tu sais. Non, mais si t'as pas de genre mais tu sais, et en même temps, on les accompagne, les producteurs, tu sais, quand ils se font approcher par les promoteurs, on négocie pas pour eux autres, mais on leur dit faites attention, checkez vos contrats, tu sais, pensez à vos voisins, là, parce que le monsieur qui disait tantôt, là, on veut avoir le support et l'appui de la population pour supporter l'agriculture. On a besoin du support de la population. Mais tu sais, il faut penser, quand on dit oui à une éolienne, que l'autre, là, d'en face, il faut penser aussi que c'est ce que ça fait aux voisins. Donc, on sensibilise les producteurs, on les accompagne s'ils décident d'embarquer dans ça, mais publiquement, on dénonce ça. Donc, on prend position avec on est une grande organisation, mais on est quand même petit par rapport à bien d'autres groupes, là. Mais bon, on dénonce la situation. De pousser un bas générique, moi aussi je suis pour ça, 100 000 $. Mais si le ministre de l'Environnement a été capable de faire la gaffe qu'il a faite, mais qu'il va y arriver ça, là, il va le mettre en dessous de la table, il va le pied à cette table-là, tu sais. Oui, c'est ça qu'il faut les brasser. Stadlex, ça c'est dans une autre région, là, ça n'a pas de bon sens. C'est dans un milieu argileux, là, ce que je te dis. Puis là, c'est des résidus de batterie. Là, je ne suis pas environnementaliste, parce qu'il faut, là, moi, me dire, j'ai lu sur ce dossier-là, c'est des résidus chimiques. Là, ils ont fait des genres de sarcophages d'argile, mais ça coule de tout bord, de tout côté. Ça n'a pas de bon sens. Tu as une zone agricole, tu as des ruisseaux, ça n'a pas de bon sens. Il vient de dire, je ne sais pas, il n'a pas vu la nouvelle, là, mais tu sais, il vient de dire, ben, regarde, le BAP, c'est pas important, telle affaire, c'est pas important, nous autres, le ministre de l'Environnement, on le permet. Donc, il faut y brasser. Ça veut dire qu'en résumé, là, on va se mettre une gang dans ton dos, pousser au maximum pour que l'UPA puisse avoir un appui. Pour ce qui est de la CPTAQ, ben, on les ignore parce qu'ils sont là pour nous parler, puis ils font de la dérogation. Ils ne sont pas très aidants. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, monsieur, regarde, monsieur Appel a raison, il faut positionner pas mal sur Bonsoir, M. Ross. Oui. Sylvain Laroche, maire de Grand-Saint-Esprit et membre de l'UPA. Et je suis content que vous soyez là, je suis content d'être de se tabasser du micro, pour une fois. Quelques questions, puis comme on dit, c'est avec le respect, puis on est bien ouvert. J'entends des choses, des mythes, des réalités, puis j'aimerais ça te confirmer si vous êtes capable ce soir certaines choses. Nos terres nourricières, quels sont les pourcentages de nos terres nourricières qui sont utilisées pour nourrir nous, les Québécois, et quel est le pourcentage de nos terres nourricières qu'on utilise à l'exportation, qui servent à l'exportation? Regarde, ça, là, moi, je vais l'expliquer, c'est à peu près ce qu'on produit, okay, ce qu'on produit, qui se retrouve sur des. On peut jouer ces chiffres et tout ça, là, mais sur l'estimation qu'on avait faite. On a fait une estimation il y a une dizaine d'années. Dans le temps, en 2012, là, il y avait la politique de souveraineté alimentaire. On avait fait une estimation. Il y a à peu près 33% de ce qu'on produit au Québec est transformé ou mangé au Québec par des Québécois. 33%. Puis, tu vas voir ce que je m'en vais. On produit 50% des fromages au Canada. Puis on produit 80% des yogourts au Canada. On produit plus de poulet. Ça sent le poulet, on ne l'exporte pas. On est en gestion de l'offre. On en fournit dans les autres provinces. Même chose pour les œufs. Oui, on est. Oui, le dindon est autosuffisant. On a la gestion de l'offre avant le poulet. Oui, OK, bon, correct. Donc, 33% dans les assiettes des Québécois. Mais, puis oui, on exporte du porc aux États-Unis, on exporte des légumes aux États-Unis. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que demain, c'est ça qui est important, c'est que demain, si on ferme les frontières, il n'y a plus rien dans le monde, on est capable de nourrir les Québécois. Parce que ce qu'on produit en termes de calories, en termes de volume de viande, en termes de volume, on est capable de nourrir les Québécois. C'est ça l'important. C'est 33%. C'est 33%, mais on a une capacité de nourrir notre monde, elle est là, elle est présente. C'est des choix qui sont faits, économiques. Mais si demain on veut nourrir notre monde, on a la superficie qu'on a, elle est capable de nourrir les Québécois. Parce que si on le faisait en calories, on le faisait en argent,
ça arrête la demande, je ne me rappelle plus exactement des chiffres. À l'époque, là, la demande alimentaire, c'était 30-40 milliards de dollars. Ce qu'on vendait à l'extérieur, compagnie, ça répondait à la demande. Et si demain, tout d'un coup, on dit on mange juste québécois, ben là, on va manger beaucoup de sirop d'érable. Ça, c'est bon quand même. Manger beaucoup de lait, d'œufs, de porc. On va peut-être moins manger de légumineuses. On va manger des fraises, des salades. On est bien bon là-dedans. Mais c'est sûr que si demain, là, c'est juste le Québec, on changerait nos productions, on s'ajouterait à la demande. On est capable de le faire. On a la capacité de le faire. J'ai aussi entendu récemment un chiffre qui a mis aux réalités. On a 46 000 hectares présentement qu'on produit pour faire de l'énergie, pour faire de l'éthanol. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Est-ce que vous dites quoi? Je sais pas si c'est 46 000 hectares, je ne suis pas capable de... On a une usine d'éthanol à Varennes. Moi, je pourrais dire, c'est pas... ce que je peux dire, c'est toujours des questions... Je vais revenir à ma réponse de départ. C'est toujours des raisons économiques. Aux États-Unis, je vais vous dire le vrai. Aux États-Unis, je connais le chiffre. Je ne connais pas les hectares, mais je connais le chiffre qui est un peu épeurant. C'est 33 à 34% des superficies en maïs, c'est du maïs, qui sert à faire de l'éthanol et qui sont incorporés au carburant pour réduire les GES. Sauf qu'il faut comprendre aussi que de la production d'éthanol, il y a aussi des résidus. Donc, il y a un genre de sirop qui est produit, qui est utilisé là, pour faire du Pepsi, du Coke. Donc, il y a un sucre là, le high fructose, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus de l'expression. Là. Il y a deux dérivés. Donc, ça sert, oui, en partie d'hectares de terre, oui, ça sert à faire, dans le cas des États-Unis, de l'éthanol. C'est la même affaire pour qu'est-ce qu'on envoie à Varennes, à l'usine. Puis, le reste, il y a quand même une utilisation alimentaire. Puis, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Au Québec, ça a été limité à une usine. Ça a été barré par la suite. Mais ce que ça a fait quand même aux États-Unis, c'est que ça a fait quand même augmenter un peu le prix des céréales. Mais je reviens à mon constat de départ. On n'était pas dans une économie mondialisée. Là, je peux tomber dans l'agriculture, commerce international. On a compétitionné avec le monde. C'est 46 000, j'ai aucune idée du nombre d'hectares. Je trouve ça beaucoup, 46 000, mais peut-être. Mais si c'était ça, on peut demain faire d'autres choses avec ces hectares-là pour de nos revenus. Ouais. Merci beaucoup. Je laisse ça là. Je veux m'informer mes citoyens qui se posent des questions comme moi. Merci. Parfait. L'X qui vient de verbaliser, c'est pas toujours décroissance. Quoi, ça? Quand on consomme moins d'énergie, c'est pas toujours décroissance. Regarde, tu viens de le verbaliser, si on consommerait, si on produirait plus, on pourrait alimenter. Ça serait de la croissance qu'on verrait, puis ça serait de la création d'emplois. On est un des plus gros créateurs d'emplois au Québec, l'agroalimentaire. On augmenterait notre croissance, mais d'une façon différente, au lieu de mettre des milliards dans court terme. C'est une vision de court terme. C'est une vision de court terme, puis l'enjeu. Il y a un gain à quelque part pour à peu près les 15 à 17 fortunes qui sont à Montréal, parce qu'ils sont 15 à 17 individus qui ont gros le 80% de l'économie. Mais l'enjeu premier, Guy, l'enjeu premier, là, c'est de protéger l'intégrité de la ressource, qui est les terres agricoles. Parce que ce qu'on va faire avec ces terres-là, dans 100 ans, dans 200 ans, on ne fera peut-être pas de l'éthanol. On va peut-être faire d'autres choses qui vont nourrir notre monde. En Inde, ils ont des problèmes. Là. En banque, ils ont à peu près 2-3% des terres qu'ils peuvent exploiter. C'est ça. Les montagnes. Nous, on a à peu près, ils disent, c'est encore 20 à 25% qu'on pourrait mettre en exploitation au Québec. Oui et non, parce que c'est des terres qu'on pourrait utiliser. Il y a des terres qui ont été plantées qui pourraient être remises en culture. Mais on s'en irait dans une autonomie alimentaire. On crée sur les 6 différentes de ça. C'est socialement. C'est juste de se poser la question. Il y a toujours des pécuniers à quelque part qui disaient que ton pays doit remonter ou il va descendre. Moi, en fait, mon message, c'est que on peut juger
Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on fait avec nos terres? Ça, les gens ils vont dire, ça, on pourrait faire moins de production animale, on pourrait faire de la production animale différemment. Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on fait avec nos ressources agricoles, notre terre agricole? Une chose est certaine, le jour où ce qui est scrappé, on ne peut plus rien faire avec ça. Il ne faut pas oublier que c'est des terres à foin moins d'animal. Les rendements en foin sont plus élevés que les rendements en céréales, on peut le faire. Puis, moi, j'ai aussi un vécu. Ma tante était missionnaire en Zambie. C'est un pays qui était dans les années 50. Ça venait de rejoindre les années 90, ça venait dans les années 70. Politique. Le Fonds monétaire mondial, ils ont fait faire produire du maïs jaune. C'est pas le maïs blanc, juste pour le pécunier. Ça a fait une régression. Puis ils ont vécu des famines parce que c'est pas le maïs jaune qui nourrit, c'est le maïs blanc. Puis c'est le pécunier pour une clé qui est en l'air, qui se maintenant au pouvoir, inéternel. Il faut dire que dans ces pays-là, il y a ça avoir des hommes forts, comme un petit peu la Russie. Et ça fait un déclin. En tout cas, en Zambie, on peut avoir des croissances. En Zambie, là, il y a des fermes de crocodiles aussi. Et ça, ils nous aiment bien, nous autres. Mais tout ça pour dire qu'il y a une façon différente de faire les choses avec la même argent. D'accord. Je vais juste dire rapidement qu'on va dire les mots de la fin bientôt, mais on va laisser la place à quelques questions de plus. Je pense qu'il y en a deux, peut-être trois, et après, ça va être la fin. Merci, M. Ross, pour votre présentation. On va juste faire l'avocat du diable. Supposons que l'agriculteur qui a signé pour avoir 35 000 par année, lui, l'argument qu'il peut nommer, c'est ça va me faire de l'argent pour pouvoir acheter d'autres terres, pour pouvoir me croître davantage, surtout dans un contexte où les terres valent des centaines, voire des millions, et que les fermes, au prix où c'est rendu aujourd'hui, avec les équipements et tout, c'est plusieurs millions. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est ça qui est inacceptable. En plus de ça, présentement, c'est extrêmement difficile. On a sorti dans les médias, le revenu net est nul cette année, en 2024, ce qui est prévu. Donc, tu sais, c'est une tentation. On arrive et on dit, je vais t'offrir 35 000 $. Si j'en ai deux, c'est 70 000 $. C'est plus que le revenu net d'une entreprise agricole. Ça peut être 3 et même plus. Bon, c'est extrêmement difficile d'un point de vue individuel de dire non à ça. Et nous, le message à l'UPA, c'est ça, ce qu'on dit, c'est avant de dire oui, pense quand même à tes voisins. Tes voisins, ça peut être des agriculteurs. D'autres, ils vont subir ça. Ils n'ont pas nécessairement de retour de ce projet-là. Puis, tu vas avoir à vivre avec ça le reste de ta vie aussi. Donc, oui, l'argent, c'est important. Peut-être pas juste ça aussi. Mais c'est ça moi, c'est ça que je dénonce le plus. C'est pas vous ne me verrez pas dire « Hey, ça n'a pas d'allure » puis culpabiliser la personne qui a dit « Tu sais, je dis qu'il faut qu'ils pensent quand même aux autres autour, puis qu'ils réfléchissent. Là. Une fois que la décision est prise, je ne culpabiliserai pas la personne qui a été acceptée. Mais c'est ça qui est inacceptable présentement du gouvernement. Écoutez, là, c'est un vrai... Ils ont même réutilisé ces mots-là, là, mais c'est un vrai Far West. Tu sais, il envoie des promoteurs, des vendeurs de chars sous pression, rencontrer les citoyens, leur faire signer des contrats, leur montrer des montants d'argent comme ça. Ça, c'est le gouvernement du Québec, c'est Hydro-Québec qui cautionne ça. C'est dégueulasse. C'est ça qui est inacceptable. C'est ça qu'il faut dénoncer. Moi, je ne veux pas commencer à culpabiliser les gens de dire oui ou non. Mais ta question, c'est ça. Le problème, c'est pas individuellement la décision que tu as à prendre. Ça, c'est une décision, des fois. Si j'ai à perdre mon entreprise, il m'offre peut-être plus, peut-être pas dire oui, tu vas prendre ça puis perdre mon entreprise. Donc, c'est pas, moi, c'est pas, je veux pas commencer à culpabiliser les gens. Non, mais ta question est super bonne. C'est ça le raisonnement de plusieurs. Mais il faut quand même, ça j'en démords pas, dénoncer la façon que c'est fait présentement. C'est sauvage, c'est du Far West, ça n'a pas d'allure dans la société dans laquelle on est. Puis comme Québécois, on va se faire voler au point d'un trou partout. Il faut le dénoncer. Je vais terminer. Merci. Salut Jean. Oui, salut. Je ne pensais pas venir te questionner. Mais je vais te rassurer, je te questionnerai pas. Je vais ramener juste quelques éléments. Tantôt, il y a une question qui a été soulevée concernant
la superficie en maïs qui était dirigée vers l'éthanol. Je veux juste ramener une précision là-dessus à l'effet que, comme producteur agricole, il y a eu une décision qui a été prise à l'époque là-dessus à l'effet qu'on ne préconisait pas ce type de production-là. Alors, on est toujours dans un mending d'une terre nourricière pour la population. C'est une précision que je voulais amener là-dessus. L'autre élément, tu l'as bien dit, Charles, à la question de monsieur qui est où, je l'ai vu tantôt. Mon Dieu, il m'a échappé. Il m'a échappé. À savoir, qu'est-ce que l'UPA a fait? L'UPA, au mois de février, on a sorti un communiqué où on a, comme fédération régionale, où on a vraiment dicté notre position. On a ressorti aussi au mois d'août en conférence de presse pour l'aménagement du territoire, mais bien entendu, on ciblait les projets éoliens. On a ressorti, moi j'ai fait une intervention au congrès provincial l'an passé devant M. Lamontagne, lui demandant quel était son plan de match à l'égard des éventuels appels d'options. Appels d'offres, c'est-à-dire au niveau éolien. Et ce soir, la réponse que je veux amener aux producteurs, c'est qu'on se dirige en consultation cet automne. Envahissez vos soirées de syndicats locaux, messieurs, mesdames. C'est là que ça se passe. Venez nous donner le ton. C'est là que vous venez nous mettre la main dans le dos et que vous allez nous guider pour qu'on prenne les bonnes décisions. Moi, c'est l'invitation que je vous fais. Profitez de ce moment-là. Les consultations des syndicats locaux cet automne, l'Assemblée annuelle de la Fédération régionale, tout le monde est invité là. Alors, c'est un bel endroit pour faire ces débats-là, faire ces discussions-là et aider les élus à bien s'orienter pour prendre des décisions éclairées. Bonsoir. J'ai une petite question concernant le gouvernement. Cette semaine, il semble avoir parlé de protection du territoire agricole. Puis, ça n'a pas été expliqué plus qu'il faut. Est-ce que c'est adressé à vous, à l'UPA, un nouveau programme? Est-ce que l'éolien est là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui connecte présentement? C'est ma question. Bien, c'est sûr que quand Hydro-Québec, il y a 2-3 semaines, ont sorti leur plan éolien, ils ont dit qu'ils allaient s'assurer de protéger le territoire agricole. Je ne sais pas si ils ont dit ça, ils l'ont affirmé. Donc, c'est sûr que le message comme habité, là, donc les messages commencent à être portés. Mais je dirais. Ça s'adresse à vous? Quoi? Ben peut-être. C'est sûr que je vais vous dire que la veille de l'annonce d'Hydro-Québec, ils nous ont appelé pour nous dire hey, demain, écoutez-nous, on va dire qu'on va protéger le territoire agricole. Ça, c'est sûr qu'ils l'ont dit. Mais, quoi? Concrètement. Ben, concrètement, c'est ça. Concrètement, j'ai hâte de voir. J'étais un sceptique, mon père disait, j'étais un Thomas, là, tu sais, faut que je les voie les trous, là, tu sais. C'est pas plus que ça. Quoi? C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Non, c'est pas plus que ça. C'est une intention. Une belle annonce. Non. Il y a une consultation sur le territoire agricole présentement. Oui. Ils veulent peut-être revoir la LPTAA. Puis, tu sais, c'est ce qui est envisagé par le gouvernement, là, au contraire. Puis, on n'a pas vu le projet de loi, ça va être déposé probablement cet automne. Mais c'est des fast-track pour permettre le déploiement des infrastructures énergétiques. Même dans la consultation, le document qui prépare les gens à la consultation, c'est dit que le territoire agricole va être impacté de façon significative par la filière énergétique. Hydro-Québec, dans son plan, il parle de 5000 km de ligne. Ça, c'est le Canada. C'est un petit peu moins que le Canada, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près ça, le Canada, 5000 km de ligne pour brancher ce qu'ils veulent faire. C'est énorme. Fait que d'un côté, on parle protection du territoire. Ouais. De l'autre côté, ben. C'est ça, exactement. Vous avez raison. Les parcs éoliens, ben, ça va prendre des fermes solaires et compagnie, ça va prendre des sites pour accumuler l'énergie. Il y a des usines qui vont pouvoir se bâtir. Donc, il n'y a pas juste l'infrastructure énergétique, il y a ce qui va aller à côté, qui va aussi empiéter sur le territoire. C'est pas rien, ce qu'il faut. Il faut vraiment être très, très vigilant comme citoyen et dire qu'est-ce qu'il ne fait pas notre affaire. Merci. J'aurais une petite question pour vous. On le sait que les premières décisions se prennent dans les conseils municipaux. Ils ont le gros bout du bâton, je crois, à mon avis.
est-ce que l'UPA pourrait mettre sur pied un semblant de guide ou accompagner nos municipalités, ceux qui prennent les décisions, nos élus, nos maires, à les sensibiliser, à dire, regardez, là, il y a cet enjeu-là qui est sur votre territoire. Oui, vous voulez avoir l'argent de ce projet-là pour faire vivre votre municipalité, mais là, vous devez concilier l'enjeu agricole. Est-ce que c'est possible, mettons, du côté du PA, de mettre de l'énergie de ce côté-là, essayer de monter? C'est sûr que présentiellement, ça doit être difficile, mais d'avoir un guide ou comme de pamphlet qui dit, regardez, l'UPA s'est positionné, les agriculteurs, la plupart, n'en veulent pas parce qu'ils sont agriculteurs, ils ne sont pas producteurs d'énergie, de les encadrer, parce que je pense que ça commence beaucoup là, la problématique, si on peut dire. Hein. On a un pamphlet qui guide, qui informe les producteurs sur leurs droits, puis on a une brochure qu'on a distribuée là, sur si vous vous faites approcher par un promoteur, voici les questions posées, voici ce que. Par rapport aux conseils municipaux, là, M. Abel a fait l'invitation aux producteurs de participer aux assemblées de syndicats de base, là, puis s'il réussit à mobiliser ses troupes, là, il va vous dire que les producteurs en général, les conseils municipaux connaissent ça. Donc, ça prend. Pas sûr que je m'aventurerais à liquider pour les conseils municipaux. En général, s'ils s'impliquent et se mobilisent, là, ils sont capables de faire un petit peu de bruit. Là, ils connaissent les. Je vous remercie beaucoup. Ben oui, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, que les protections des terres agricoles, jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui soit fait, on peut en douter encore. Ben, j'ai un peu la même préoccupation par rapport à un communiqué de presse, un article qui est sorti du regroupement Énergie renouvelable Centre du Québec, qui sont le regroupement des maires de la MRC Nicolet-Yamaska, qui travaillent avec Inergex et avec la FQM, la Fédération des municipalités du Québec, pour mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait un projet éolien ici, dans la MRC en terre agricole. Alors, cet article-là commençait avec qu'ils ont l'ambition ou l'intention de travailler à protéger les terres agricoles et à avoir l'acceptabilité sociale. C'était ça les deux, mais toujours dans le but de mettre les éoliennes. Moi, je me suis dit, c'est un peu comme vouloir avoir l'argent du beurre, le beurre et l'argent du beurre, là. On sait, il y a comme une preuve qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale dans la MRC depuis 1 an, puis c'est juste sur des terres agricoles que ça peut être mis dans Nicolet-Yamaska avec les règles. Donc, comment est-ce qu'on protège les terres agricoles, puis qu'on va chercher l'acceptabilité sociale en continuant d'avancer pour un projet éolien? Moi, je la comprends pas, celle-là. Fait que je voulais faire le parallèle là-dessus, puis je trouve l'intervention de Domaël très intéressante, parce qu'effectivement, on se fait répéter, là, moi, je connaissais pas tout ce dossier-là mais depuis 1 an, je me fais répéter par les gens qui ont travaillé, qui ont milité contre les gaz de schiste et qui ont fait changer des choses au Québec au niveau de la politique, qu'on a beaucoup plus de pouvoir au niveau municipal qu'on l'utilise. On a beaucoup plus de pouvoir de faire changer les choses, pas juste dans notre municipalité, mais faire changer les choses collectivement à grandeur du Québec, si on est beaucoup de municipalités à légiférer en fonction de protéger notre territoire ou de ne pas accepter certaines utilisations. Donc, moi, c'est un peu ça que j'amène comme réflexion, ou que je veux qu'on ait comme réflexion. Ne pensons pas juste à ce que c'est bon pour nous, chez nous, parce qu'on est des petites municipalités, on n'a pas beaucoup de revenus, puis on en voudrait plus, de dire oui aux éoliennes, mais est-ce que collectivement, pour le Québec au complet, pour les Québécois, pour notre patrimoine collectif, c'est une bonne chose, et vous nous avez amené dans le même sens. Alors, pour revenir à l'intervention de Domaël qui parle de faire de l'intervention au niveau des conseils municipaux, je pense aussi que ce qui va changer les choses, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. C'est quand les gens, bon, malheureusement, on est obligé de prendre des autos et de polluer pour faire ça, là, mais c'est quand les gens prennent leur auto, puis s'en viennent physiquement ensemble, jaser, puis se mobiliser. Moi, je pense que ça impressionne quand même nos élus de voir qu'on a des salles de 150 personnes qui se déplacent mois après mois, parce que là, ça fait 3 mois d'affilée qu'on fait ça. Puis on est, après les projets, là, il n'y a plus de projet en ce moment, hein? On se fait répéter qu'il n'y a pas de projet. Puis on est quand même là.
Hein, ce soir, je ne sais pas combien exactement, là, mais on était plus que 100 personnes dans la salle ce soir, encore une fois. Et ça l'a dérangé assez loin pour que le président de l'Union des municipalités du Québec dise que ce qui se passait chez nous, c'était un vrai fiasco. Plusieurs fois, là. Il l'a mentionné à plusieurs reprises, ça a été mentionné par différentes personnes haut placées au Québec, que, dans Nicolet-Yamaska, hein, ça avait pas trop bien passé, le train, mais c'est ça, c'est parce qu'on est là. Parce qu'au lieu d'être en train de manger une crème glacée, puis de regarder le coucher de soleil sur le bord du fleuve à Nicolet à soir, ça aurait été le fun, hein, mais on est ici. Puis ça change quelque chose. Fait que le message de M. Abel aussi d'aller vraiment se présenter dans les syndicats de l'UPA, c'est peut-être pas les meilleures soirées, tu sais. Aller faire un tour en bateau, c'est peut-être plus fun. Mais c'est ça qui va faire changer les choses au Québec. En ce moment, on est à un point tournant de se dire, est-ce qu'on peut prendre une couple de soirées de notre vie, là, puis on peut prendre quelques heures pour s'informer, transférer des courriels, c'est des choses qui sont plates. Je suis tout à fait consciente là, de lire mes infolettes interminables. Il y en a que parmi vous qui le faites, puis il y en a d'autres qui passent bien vite en diagonale, mais au moins si vous l'ouvrez puis vous regardez les points en diagonale, c'est déjà super bon et super important. C'est ça, je pense, qui va faire changer les choses, de mobiliser les gens en personne dans les rencontres de l'UPA, en personne dans nos rencontres. Fait que lundi, c'est une autre opportunité de venir nous soutenir, comme M. Abel a fait appel pour les prochaines rencontres de cet automne, pour les consultations. Je m'arrête un instant là, pour prendre mon souffle, mais aussi pas vous emmerder, pas vous ennuyer à répéter les mêmes choses. Je pense que vous avez compris mon point là-dessus. Ah oui, c'est ça. L'autre chose importante que je voulais dire, c'est que dans ces luttes-là, ce qui est important, c'est de perdurer dans le temps. Les gaz de schiste, je pense, ça a pris 10 ou 12 ans avant qu'on en arrive vraiment à bout. Il faut perdurer dans le temps, puis je voudrais qu'on se félicite parce que depuis 1 an, on a perduré dans le temps. Ça va peut-être encore prendre une couple d'années, mais si on perdure dans le temps, ben on va gagner. Je vais juste rajouter quelques petits mots rapides à la fin. Je sais que tout le monde a de partir, là, il fait chaud, on a essayé toute notre concentration. M. Ross faisait allusion aux élections de 2026. J'aimerais juste vous rappeler qu'il y a des élections municipales en 2025. Donc, il y a aussi une opportunité de changer les choses en 2025. Si vous ne sentez pas que vous avez l'écoute de vos élus, si vous sentez que vous avez une autre vision, vous voulez apporter autre chose à vos municipalités, c'est votre chance en 2025. Et Vendélieu s'engage à être là pour vous outiller, vous appuyer si vous avez des questions. C'est pas juste, moi, ça fait juste depuis 2021 que je suis un élu, mais on a des élus chevronnés que ça fait des dizaines d'années qui ont de l'expérience en politique, qui sont disponibles pour répondre à vos questions, à faire des assemblées de cuisine, pour vous outiller, parce que c'est important de vous présenter, d'être présente en politique, parce que effectivement, beaucoup de décisions se prennent dans nos municipalités. On a le pouvoir d'agir et je vous encourage de prendre la parole, de vous positionner et de vous présenter en 2025. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez la vidéo, partagez l'information que vous avez entendue ce soir. Et oui, Et allez dans vos conseils municipaux. Oui, je ne sois pas tout seul. Oui.